l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Merci Alpha Blondy, merci encore une fois de plus d'être avec nous, votre collaborateur direct Serge Niawa depuis les États-Unis. Merci aussi à tous ceux qui nous ont fait honneur d'appeler et qui continuent de regarder Tempo Afrique depuis les États-Unis comme en Afrique. Aujourd'hui, notre débat est un peu spécial parce que nous ne le faisons pas les samedis, mais il est encore plus spécial. Nous allons débattre notre thème sur l'affaire Bolloré qui a été mis en examen pour corruption et avoir aussi facilité l'arrivée au pouvoir des présidents guinéens de la Guinée-Conakry et puis du Togo, illicitement. Mais bien avant ça, je voulais quand même vous dire que nous avons nos amis depuis Lomé et Togo en ligne. Je voulais quand même, mesdames et messieurs, présenter M. Eric Dupuis, qui est chargé de la communication de l'ANC et même, en même temps, chargé de la communication de la coalition des 14 partis politiques à Lomé et Togo. Il est au téléphone avec nous pour quand même nous donner les nouvelles sur ce qui se passe normalement. Et je crois qu'avec lui, on aura encore beaucoup plus d'informations. Et aussi, s'il pourrait quand même donner son avis sur l'affaire Bolloré, je crois qu'il sera encore le mieux venu. En ligne, via Skype, nous avons le docteur Moussa Issoufou, qui est... En tout cas, celui-là même qui n'est plus à présenter, le conférencier à l'université de la Caroline du Nord, en même temps professeur. Merci d'être avec nous, professeur, pour ce grand débat. Merci à M. Serge Niawa. En ligne aussi, nous avons Gabriel Adona, représentant Tempo Afrique TV depuis Lomé, notre correspondant direct. Merci d'être avec nous. Et maintenant, dans mon studio, j'ai cet ami que je ne dois plus présenter, qui est avec vous et qui fait une édition spéciale et qui vous amène encore beaucoup plus d'informations. Celui-là même que j'ai nommé Yves Kenao. Merci encore Yves d'être avec moi. Merci Serge. Merci en tout cas de plus à la technicité de ce grand débat. Nous avons M. Malik qui produit vraiment cette émission. Merci encore une fois de plus que Malik. Alors, on va aller directement au but avec rapidement M. Eric Dupuis qui est avec nous aujourd'hui via Skype, via téléphone. Merci encore une fois de plus. Eric, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis avec vous, je salue le professeur ainsi que M. Adona, je salue toute la diaspora togolaise aux États-Unis. Eric, ça nous fait plaisir d'attendre cette belle fois depuis Lomé. Et nous sommes rassurés aujourd'hui que nous sommes en direct avec vous pour essayer de nous donner les nouvelles de Lomé, M. Eric. Or, aujourd'hui, avec la vitesse de l'information, je pense que vous êtes aussi bien informés depuis les États-Unis que nous-mêmes qui sommes sur le terrain. Vous savez que la lutte que nous menons depuis de longues années est
depuis quelques mois est une lutte très dure, puisque nous ne nous battons pas dans un cadre de démocratie, mais nous nous battons les mains nues contre une dictature de plus de 55 ans d'existence. Donc ce n'est pas chose facile, ce n'est pas chose aisée. Monsieur Rick, je pense que vous êtes bien organisé quand même pour remporter cette lutte parce que il y a en tout cas longtemps, il y a aussi le dialogue qui s'est annoncé depuis fort longtemps, mais on n'entend plus rien de dialogue. Qu'est-ce que réellement la coalition des 14 a mis en place pour pouvoir aller, comment on appelle, pour faciliter cette lutte, pour aller jusqu'au résultat escompté? En effet, ce dialogue a été initié par le chef de l'État suite à de nombreuses manifestations que nous avons menées à Lomé et sur tout le territoire national. Manifestation qui a drainé des centaines de milliers de personnes dans les rues, ce qui a certainement fragilisé le régime et qui a fait appel à ses pairs pour un dialogue. Dialogue auquel nous avons douté, d'ailleurs, nous n'y croyons pas quand nous avons accepté de prendre part à ce dialogue. Et en acceptant, c'est juste pour montrer à la communauté internationale et à la communauté togolaise que ceux qui ne veulent pas dialoguer, c'est bien le régime RPT unir. Il faut savoir que M. Fogna Sibé aurait pu régler ces problèmes de réforme depuis 2006. Souvenez-vous, en 2005, à la mort de son père, pour pouvoir accéder au pouvoir en une nuit, M. Fogna Sibé a tripatouillé plus de 4 fois la Constitution pour pouvoir être candidat. Malgré cela, c'est dans un bain de sang qu'il a accédé au pouvoir en massacrant plus de 500 personnes, au dire des enquêtes des Nations Unies dirigées par Doudou Diène. Suite à cela, les partis politiques démocratiques avaient consenti un dialogue intertogolais qui avait abouti à la signature de l'accord politique global, l'APG. Dans cet accord-là, il était prévu des réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales. M. Fogna Sibé a refusé la mise en œuvre de ces accords pendant près de 12 ans, avant maintenant de vouloir faire des réformes à la hussarde. Nous disons non. Les discussions que nous souhaitons lors des dialogues, nous l'avons dit dès le départ, clairement, que le peuple togolais en a assez de ce régime. Et ce que nous demandons, c'est le retour pur et simple à la Constitution de 92, très largement votée par le peuple togolais, les réformes électorales avec le vote de la diaspora, bien entendu, et les réformes institutionnelles, notamment celles qui interviennent dans le processus électoral, à savoir la CENI, la HAC et la Cour constitutionnelle. Lors des discussions que nous avons eues jusqu'à maintenant, le régime en face ne nous a jamais dit ce qu'il attendait de ce dialogue. Tout ce qu'il faisait, c'est de refuser toutes les propositions que nous faisions. Vous avez entendu certainement parler de la suspension des manifestations. En effet, c'est moi qui avais dirigé la délégation de la coalition au comité préparatoire. Et lors de la rédaction du règlement intérieur du dialogue, nous avons refusé que la suspension des manifestations soit inscrite dans le règlement intérieur malgré la lourde insistance des représentants du RPT UNIR. Suite à cela, au cours de la première réunion du dialogue, sous la présidence de Nana Akufo-Addo, ils ont à nouveau insisté sur la suspension tant des manifestations aujourd'hui,
le régime refuse toute manifestation, y compris même qui sont les moyens légaux des partis politiques pour s'adresser à leur base. Pas plus tard que ce week-end, le professeur Je crois que vous allez toujours nous comprendre parce que c'est pas du tout facile depuis Lomé. Nous sommes avec Éric Dupuis, chargé de la communication de l'ANC et en même temps chargé de la communication de la coalition des 14 partis politiques à Lomé depuis Togo. Merci, je pense qu'il pourra tout de suite nous joindre au téléphone. Suite au dialogue, le régime RPT-UNIR a beaucoup insisté pour que les manifestations soient suspendues pendant le dialogue. Or, le dialogue était prévu dans le règlement intérieur pour 10 jours. Et c'est dans cette condition-là que nous avons accepté une suspension des manifestations à condition que nos prisonniers soient libérés et que les travaux préparatoires au processus électoral soient suspendus. Le régime RPT n'a rien respecté dans tout cela. Bien au contraire, il a continué à organiser unilatéralement les élections et tous les prisonniers politiques ne sont toujours pas libérés. Les villes comme Sokodé, Bafilo, Mango, qui sont actuellement en état de siège, cet état de siège n'a jamais été levé. Et aujourd'hui encore, on peut dire que Lomé est quasiment en état de siège parce que tous les jours, le matin, les lieux de rassemblement pour pouvoir organiser des manifestations sont assiégés par des militaires et des gendarmes. Voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui au Togo. Merci donc. Merci donc Eric, je crois qu'on va continuer avec vous. Aujourd'hui nous avons prévu un thème sur l'affaire Bolloré, et cette affaire aussi qui concerne le Togo et la Guinée-Conakry. Je pense que vous avez beaucoup d'informations, on va tout à l'heure passer à vous. Mais pour l'instant, je voulais tout de suite passer à Gabriel Adona depuis Lomé qui va nous faire quand même le point de la semaine. Gabriel? Oui. Merci. Je suis chez vous là-bas. Oui. Allô? Oui, allez-y Gabriel, faites-nous le point de la semaine. Ok, merci beaucoup. Je vais dire depuis la semaine passée, d'abord je vais commencer par les manifestations organisées par la coalition des 14 partis politiques au Togo. Il y a le 25-26 et le 28 qui ont été les dates adoptées par l'opposition togolaise. Et ces dates-là ont été laissées à l'information, à titre d'information, au ministre de l'administration territoriale, qui doit également donner son accord en réalité, parce que c'est eux qui gouvernent le pays. Mais la date là, le mercredi là, ça a été tellement difficile. Pourquoi l'opposition a accepté les itinéraires quand même, mais finalement, il a refusé les voies que l'opposition adopte souvent pour ces manifestations. Et il a réorienté quand même l'opposition dans les autres quartiers qui sont les quartiers banlieues quand même de Lomé. Finalement, ça n'a pas été du tout du gré à l'opposition. Mais néanmoins, ils se sont mis d'accord sur ces itinéraires. Mais ce qui a été surprenant, le jour J, le mercredi, là que l'opposition doit manifester en suivant quand même l'itinéraire imposé par le gouvernement à travers le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Le jour-là a été tellement sanglant, on a essayé de déployer les forces armées de gauche à droite, les militaires sont implantés, ont étouffé d'ailleurs les manifestants à sortir. Ensuite à ça, ce mercredi-là, ils n'ont pas pu manifester, l'opposition n'a pas pu manifester, Lomé était resté calme. Maintenant, le jour suivant, qui est le jeudi, l'opposition a prévu également sortir.
Mais ce jeudi-là, le même système de l'armée togolaise était en place. Alors, les dirigeants de la coalition des 14 partis politiques se sont retrouvés plutôt au niveau du siège de la CDPA pour un point de presse. À notre grande surprise, avec les journalistes, nous étions là, mais finalement, ce qui a été 18 heures. On s'est séparés le jour du 27 avril, qui était quand même une journée très solennelle pour le Togo, étant donné que la manifestation n'est pas avoir lieu, mais finalement, nous avons senti quand même l'organisation de gauche à droite des festivités, bien sûr, de la préparation du 27 avril 1960, bien sûr, étant donné que Lomé, le Togo, a été accédé à la libération en l'an 1960. Mais finalement, qu'est-ce qui a été passé? On a senti que le gouvernement ne s'est pas gêné carrément. Brigitte Adjamabo Johnson, la coordinatrice bien sûr de la coalition, a essayé de joindre le ministre de l'administration territoriale au téléphone le jeudi là, qui était le 26 avril, et le ministre a laissé des propos qui sont très aberrants. Il a dit que voilà, les soldats, les militaires sont en place pour protéger les manifestants et les dirigeants de la coalition de l'opposition. Alors, Adjamabo Johnson a repris que voilà, non, finalement, les manifestants n'arrivent pas à sortir. Et le ministre a rétorqué en disant que voilà, les Togolais sont fatigués de vous, hein, c'est pourquoi ils ne sont pas sortis. Alors que c'est archi faux, c'est la machine militaire qui a fait peur les manifestants de ne pas sortir. Alors, ceci nous a été tellement dévoilé au point de presse que l'opposition a organisé ce jeudi-là. Alors, ce n'est que le samedi, qui était le 28, qu'on a essayé de les laisser brièvement d'une manière synthétique. Et il y a eu lieu, au moins les manifestants sont sortis aux endroits qu'ils ont indiqués. Alors, ceci a été totalement déplorant. Donc, l'opposition a prévu 3 jours, mais en conclusion, c'était une seule journée à Lomé qui a été une journée libérée à l'opposition pour les manifestations. Donc, je reviens maintenant au point du groupe Bolloré. M. Vincent Bolloré est accusé en réalité, mais ce qui s'est passé, c'est une histoire qui est tellement écœurante. Avec mes investigations au port autonome de Lomé, le port du Togo a été cédé à la grande partie, je parle du territoire du port, la grande partie a été cédée au groupe Bolloré. M. Vincent Bolloré a signé un contrat en bonne et due forme avec le gouvernement, en l'occurrence le président de la République, Faure Eswatini Gnassingbé. Alors, dans le contenu du contrat, qu'est-ce qui se figure? Il se figure que voilà, ils vont essayer de respecter ce contrat. Bolloré va prendre le port autonome de Lomé, va l'équiper avec une technologie du jour et essayera quand même de percevoir quand même son dû sur le quota que le port autonome de Lomé essaie de réaliser chaque jour. Je parle bien du chiffre d'affaires. Alors, ce contrat a été bien respecté dès le début, mais ils ont spécifié dans le contrat que le fonds, c'est 300 milliards. 300 milliards qu'ils ont cédés au port autonome de Lomé. Mais, au fait, ce n'est pas les 300 milliards qui ont été utilisés pour l'équipement du port autonome de Lomé. Il n'y a que 100 milliards qui est utilisé. Alors, les 200 milliards restants ont servi à essayer d'agrémenter, bien sûr, l'élection présidentielle de 2010 de Faure Eswatini Gnassingbé. C'est là où ça se sonne un peu de gauche à droite que voilà, Bolloré a contribué à l'arrivée au pouvoir du président togolais et guinéen. La même scène a été passée exactement de l'autre côté dans le second pays. Alors, introduisant la question au PDG du Togo Terminal, qui est une entreprise implantée au port autonome de Lomé. Il m'a essayé de laisser à savoir tout simplement que ce contrat est exécuté, mais ce ne sont pas les 300 milliards qui sont utilisés pour l'équipement du port autonome de Lomé.
Alors, le reste des fonds sont bloqués par les membres du gouvernement qui gouvernent ce pays aujourd'hui, du président jusqu'au dernier ministre du gouvernement. Ceci est également aberrant. Maintenant, M. Bolloré Vincent va exploiter le port autonome de Lomé jusqu'à 35 ans avant de le libérer aux Togolais. C'est tellement aberrant. On dirait que le Togo est pris en otage. Quelles sont les investigations que j'ai reçues comme déposition pour Tempo Afrique? Merci. Merci donc. Gabriel Ladonna depuis Lomé, notre envoyé spécial. Je voulais un peu rectifier sur cette somme qui a été allouée. Il y a eu près de 800 000 euros. 800 000 euros qui ont été, comment on appelle, réservés, que le Togo devait payer à Bolloré, mais finalement, 300 000 euros qui ont été payés par le groupe Bolloré et 100 000 euros payés par Lomé. Et la suite, vous allez la connaître tout à l'heure. Merci encore une fois de plus, Gabriel Adona, qui a fait un travail, en tout cas vraiment excellent, depuis Lomé. Merci. On va rapidement aller sur le professeur. Professeur, je crois que vous avez entendu M. Eric depuis Lomé. Avant qu'on ne passe rapidement à notre thème du jour, est-ce que vous voulez y ajouter quelque chose? Oui, d'abord, je voudrais féliciter Sarah Sport de Bafilo, qui vient d'être qualifié pour l'accès en première division. Vous savez que je suis un sportif aussi. Il fallait vous informer. Donc, bravo Sarah Sport de Bafilo et bravo pour le travail que vous avez abattu. Alors, je reviens à ce que M. Eric Dupuis a dit. Je voudrais tout d'abord remercier M. Dupuis pour ce beau rafraîchissement de mémoire, puisqu'il a pu nous donner avec comment la Pelleton date à l'appui et ce qui s'est passé depuis 2006, du moins depuis 2005, depuis la session au pouvoir, la captation du pouvoir par la force, par Faure Gnassingbé, et donc jusqu'à nos jours, ce qui s'est passé, les péripéties et les jeux auxquels s'était livré Faure. Jusqu'au 19 août, où le peuple togolais a dit finalement, trop c'est trop, il fallait en finir avec les voleurs de la République. C'est ce qui s'est passé. Alors, je voudrais tout simplement dire que tout ce que M. Eric a dit, c'est ce que nous avons suivi, c'est ce à quoi nous avons assisté. Et vous comprenez avec moi que si le peuple togolais est vent debout aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est patienté de trop. Et c'est parce qu'il s'est vu refuser la réalisation de ses rêves. Et alors, il n'y a plus autre choix que de prendre les rues et de faire en sorte que le Togo puisse se libérer par les rues. Et c'est pourquoi nous y croyons, parce que tout le peuple a déjà fait tout sacrifice qu'il fallait faire. Aujourd'hui, le peuple a atteint ses limites en matière de sacrifice. C'est pourquoi nous pensons qu'il n'y a même plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire. Nous n'attendons rien que la démission pure et simple de celui-là qui a usurpé le pouvoir depuis 2005. Et malgré toutes les faveurs que le peuple lui a quand même accordées afin de pouvoir se raviser et de prendre une décision qui est la bonne, il a refusé. Maintenant, nous disons que c'est trop tard pour que Faure Gnassingbé puisse encore trouver le temps de rouler tout le monde dans la farine. Parce qu'il en a roulé tellement que maintenant, le peuple en est conscient et que ça ne va plus se reproduire. Alors Faure, il n'a qu'à être prêt. Il n'a qu'à être prêt à quitter le pouvoir dans la tranquillité. C'est pourquoi d'ailleurs, on dit, nous savions que le dialogue n'allait pas aboutir parce qu'on savait, même avant le début du dialogue, que c'était de la diversion que Faure voulait imposer au peuple togolais en allant chercher ce dialogue-là. Nous l'avions compris, mais nous étions allés au dialogue avec un esprit ouvert. Nous avions dit peut-être que dans la vie d'un homme, il y a des moments où
il peut prendre une décision qui va dans le sens, n'est-ce pas, de l'apaisement, dans le sens de ce que le peuple veut. Maintenant que nous avons été servis, disons, nous avons failli être roulés dans la farine, nous sommes debout et bien éveillés, et que cela ne va plus se reproduire. C'est pourquoi d'ailleurs nous appelons le peuple togolais à rester encore vigilant et à faire en sorte que l'assaut final ait lieu dans les plus brefs délais. Parce que c'est trop de sentiments trop durés. En tout cas, la diaspora ne veut pas laisser une seule seconde pour que cela se réalise. Merci donc, professeur. Je crois que vous avez entendu M. Éric Dupuis. La diaspora, réellement, je crois que l'homme compte sur la diaspora désormais. Il va falloir que vous menez vraiment un combat, une lutte qui pourra quand même arriver. Je vais tout de suite revenir sur le plateau, pour essayer. Je crois que, monsieur, on va aller directement au but pour essayer de parler un peu de l'affaire Bolloré. Monsieur Éric Dupuis, est-ce que vous avez des informations sur cette affaire? Parce que c'est encore une bonne idée pour que cette lutte aujourd'hui qui est lancée puisse être mieux menée avec cette histoire de Bolloré qui nous a prouvé qu'il fallait qu'on mette des gens au pouvoir pour s'approprier réellement la richesse de Lomé. Et nous avons vu. Monsieur Éric, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Merci beaucoup. Vous savez, l'homme politique que je suis est un homme réservé. Tant que je n'ai pas des informations précises, je ne les analyse pas, je ne les annonce pas. Aujourd'hui, il y a une procédure en cours en France concernant M. Vincent Bolloré. Nous suivons cela de très près et je voudrais vous rappeler que le 24 mai 2016, dans l'affaire Servère, Jean-Pierre Fabre, chef des filles de l'opposition, avait adressé un courrier au Premier ministre lui demandant des documents sur plusieurs sociétés et il demandait également une copie du contrat de concession de certaines sociétés dont Bolloré Africa Logistique. Jusqu'à aujourd'hui, le Premier ministre n'a pas daigné répondre à cette lettre. Et pourtant, la loi portant statut de l'opposition dit expressément que le chef de l'opposition a le droit de demander des informations au gouvernement et que celui-ci est obligé d'y répondre rapidement. Aujourd'hui, 2 ans après, pratiquement jour pour jour, le Premier ministre n'a pas daigné répondre. Cette lettre-là est d'actualité. Maintenant, en ce qui concerne cette affaire, j'ai déjà eu à le dire sur une radio locale, ce qui nous intéresse, nous, Togolais, ce n'est pas M. Vincent Bolloré qui est un homme d'affaires, il fait des affaires, c'est son droit le plus absolu, mais ce sont nos dirigeants qui ont traité avec lui, en ne prenant en compte que leurs intérêts personnels, au lieu de prendre en compte l'intérêt du peuple togolais. Et la question que je me pose, depuis que cette histoire-là a été évoquée à Paris, relayée par Le Monde, relayée par Jeune Afrique et d'autres journaux, Simos Radio Otoko, dans un pays normal, dans un pays démocratique, dans un pays où il y a ce qu'on appelle l'état de droit, avec l'indépendance de la justice se serait saisie pour procéder à des enquêtes concernant cette histoire pour que le peuple togolais ait la vérité, la vraie quintessence de cette histoire-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a allégué dans cette affaire que la campagne électorale de M. Fogna Sibé en 2010 a été payée en tout ou partie par le groupe Bolloré. Dans ce cas-là, à mon avis, il serait normal que la Cour constitutionnelle saisisse
s'autosaisissent pour faire la lumière sur cette histoire-là. On a parlé de la campagne électorale des conseils en communication à M. Faure. Comme l'a dit d'ailleurs M. Bawara avant-hier, je ne pense pas que ça aurait pu servir à quoi que ce soit, puisque M. Faure Gnassingbé n'a pas besoin de conseils en communication. Et là, je suis d'accord avec M. Bawara, puisque M. Faure Gnassingbé gagne les élections 2 ou 3 ans avant même l'organisation des élections. Et que depuis que la famille Gnassingbé régente ce pays, il n'y a jamais eu de remise en cause, de remise en jeu le pouvoir. C'est toujours des hold-up électoraux qu'on connaît dans ce pays. Et c'est le fondement même de la crise qui mine notre pays. Si aujourd'hui on parle d'une crise politique profonde dans notre pays, c'est parce qu'il n'y a jamais eu d'élection transparente dans ce pays. Dites-vous, mes chers compatriotes, que depuis l'indépendance du Togo en 1958 et officialisée en 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'alternance politique démocratique dans notre pays. À l'assassinat de Sylvanus Olympio, M. Grunitzky, Nicolas Grunitzky, a été nommé, il n'a pas été élu. Après un coup d'État, l'a renversé en 1967, remplacé par le commandant Dadjo, et un autre coup d'État très rapidement a renversé Dadjo. Et c'est depuis ce moment-là que la famille Gnassingbé régente ce pays jusqu'à présent. Cela suffit, c'est inacceptable, il faut en arrêter avec cette histoire-là. Maintenant, vous savez, le Togo a été bradé, j'ai pour habitude de dire que c'est un pays mafieux, a été bradé à plusieurs hommes d'affaires, que ce soit français, que ce soit indien, que ce soit de n'importe quel bord. Tout a été bradé. Vous prenez Wassem, vous prenez Bolloré, vous prenez Havas, vous prenez Server, on peut citer toutes les sociétés qui sont au Togo. Les actionnaires, c'est toujours les mêmes personnes. C'est cette minorité dont parle Faure Gnassingbé lui-même et dont il est lui-même qui accapare toutes les richesses de ce pays. Et c'est la vérité, c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous mobiliser pour que le Premier ministre réponde à la lettre de M. Jean-Pierre Fabre pour que nous ayons, comme nous autorise la loi, toutes les communications sur les détenteurs des parts sociales dans ces sociétés-là, les contrats de concession qu'on les ait, que le peuple puisse en juger et qu'on sache exactement si c'est tant de milliards qui ont été engloutis dans ces opérations-là. C'est nous, Togolais, qui devons exiger ça de notre justice, de notre gouvernement, afin que la lumière soit faite. Merci encore une fois à Eric Dupuis depuis Lomé. Merci pour ce renseignement. Nous sommes réellement convaincus avec les informations que vous nous apportez et il va falloir que l'opposition change de stratégie pour mener à bien cette lutte, parce que lorsqu'on parle réellement de cette lutte, on a vraiment l'impression que le président Faure s'amuse avec la coalition. Je pense que cette coalition a beaucoup à faire, mais la diaspora est en train de veiller au grain. Monsieur Kenao, je pense que vous avez suivi Monsieur Eric Dupuis, vous avez suivi le professeur. Avant qu'on ne rentre, on vient de parler de, comment on appelle, l'affaire Bolloré, parce que c'est une affaire qui concerne réellement le Togo. C'est une affaire aussi qui concerne la Guinée, parce qu'il a eu des financements au niveau des campagnes de ces deux présidents qui sont aujourd'hui maintenus au pouvoir. Et cela, quand même, nous interpelle, nous les Africains. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Bon, tout ce que je peux dire dans cette histoire, c'est que moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que les présidents africains, moi je le dis toujours, les présidents africains ne sont que des PDG, des puissances étrangères. Vous avez toujours dit. J'ai toujours dit ça. Parce que dans un état normal des choses, un président à lui seul ne signe pas un contrat de ce genre.
c'est toute une organisation, c'est tout un processus avec des garde-fous. Vous comprenez? Avec des garde-fous pour que le contrat puisse être profitable aux contribuables, qui sont le peuple ou les habitants du peuple, du pays. Mais il se fait que en Afrique, ces contrats ne se font pas de cette manière. Ce n'est que d'individu à individu. Et cela n'engage pas, un processus en tant que tel. Donc, c'est pour te dire que moi, ça ne m'étonne pas si on arrive à cette situation où ça se passe en France et ça ne se passe pas au Togo. En principe, moi je dirais que c'est au Togo que ça devrait se passer. D'abord, ce sont les Togolais qui devraient réclamer que les choses soient claires dans la gestion du port autonome. Mais il se fait que c'est en France, vous voyez déjà, c'est en France que tout se passe. Que tout se passe. Et je vais vous dire, je vais vous surprendre encore une fois, cette histoire-là n'ira pas loin. C'est une question tout à l'heure que j'allais poser. Parce cette histoire n'ira pas loin, voilà. Parce que c'est entre les Français. Les Français ne vont pas condamner un Français pour le Togo. Non. Pour l'Afrique. Pour l'Afrique, pour le Togo, les Français ne vont pas condamner leurs citoyens, le détruire pour le Togo. Bolloré a des députés français qu'ils financent. Et ces députés français-là ne vont pas quand même laisser Bolloré, comme on le dit en anglais, too big to fail. On ne va pas quand même laisser Bolloré comme ça tomber. Ils vont faire cela pour dire aux Togolais, aux Guinéens, aux Africains que bon, ils essaient de sanctionner leurs citoyens qui font mal les affaires dans les pays africains. Mais en fait, ça n'ira pas loin. Ça va bouger, ça va faire du bruit, mais ça va s'éteindre là. C'est aux Togolais de se lever et de demander que les comptes soient faits. Ne laissez pas la France vous conter votre histoire. C'est ça toujours que je dis. Ne laissez pas la France faire les choses à la place du Togo. Normalement, c'était aux Togolais de réclamer cela. Et je le dis toujours, les bonnes choses, ce n'est pas toujours politique, c'est aussi économique. Nous devons demander les comptes au gouvernement togolais. Si c'est la CEDEAO, si ce sont les tribunaux de la CEDEAO qui peuvent intervenir comme ça entre nous Africains, que les tribunaux de la CEDEAO le fassent. Si ce sont les tribunaux traditionnels qui doivent le faire, togolais, que les tribunaux traditionnels le fassent. Vous savez, ça c'est une histoire. 35 ans, c'est une génération. Une génération, c'est 25 ans. Ajoutez 10 ans encore. Ça veut dire que jusqu'à ce que Bolloré ne relâche le contrôle de sa partie du port autonome de Togo, il y a des familles qui sont disparues. Il y a des familles qui se sont formées. Alors, monsieur Serge, moi, ma question, c'est que le problème Bolloré soit réglé d'abord au Togo avant d'atteindre la France. Parce que, je le dis encore, ce qu'ils font là, en fin de compte, vous ne saurez même pas quand est-ce que l'affaire là. Je crois que ce sont les médias français qui ont quand même relevé cette histoire et ce sont ces médias français qui continuent encore. C'est la justice française qui a mis la main maintenant sur Bolloré. Donc, ce que vous avez dit, je pense qu'il faudrait qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Nous-mêmes. C'est-à-dire que chaque fois qu'on laisse l'étranger, surtout les puissances là, je vous dis, il n'y a pas une seule graine de vérité dans tout ce qui vient de ces puissances là. Il n'y a même pas une seule graine de vérité. Comme vous dites, sur un citoyen local ou bien sur l'Afrique, il n'y a même pas une graine de vérité. Mais c'est à nous alors de faire tout pour que notre histoire soit contée par nous-mêmes, que nous la comptons à nous-mêmes. Et comme ça, je vais dire quoi? Que ce jugement-là, que la lumière soit faite, qu'elle soit demandée par nous, Togolais, sur cette affaire. Même si le gouvernement essaie de l'étouffer, c'est là que j'appelle les organisations privées des droits de l'homme au Togo de constituer par fait de recherche. Il y a des investigations privées qui peuvent s'investir dans cette histoire-là, trouver des
des vérités. Parce que si on laisse le gouvernement lui-même faire, On trouvera le gouvernement a été financé par Bolloré pour être là aujourd'hui, et la personne qui vous finance, vous allez encore la poursuivre. La poursuivre, Je voilà, pense Donc ça, le dossier ne va pas arriver loin. D'accord. Si Je je crois peux que, dire un mot. comme on l'a dit, l'Afrique elle-même va prendre ses responsabilités. Alors, professeur, vous savez Si je beaucoup peux plus dire un sur mot. cette histoire de Bolloré. Nous savons que M. Bolloré, depuis son arrivée en Afrique, a endeuillé économiquement l'Afrique, a quand même facilité beaucoup de crimes au niveau de l'Afrique. Il y a beaucoup de familles qui sont vraiment parties. Il y a aussi beaucoup de crimes politiques, mais on en a plein, monsieur le professeur. Alors, pour cette histoire de Bolloré, comment avez-vous accueilli non seulement cette histoire, mais comment, au niveau de la diaspora, vous constituez quand même faire ou bien mettre en place un dossier pour valoriser quand même ce dossier, parce que c'est une affaire quand même qui est réellement lourde. Professeur. Ouais, il convient de préciser que Bolloré, c'est un criminel économique qui s'est transformé en investisseur en Afrique pour pouvoir continuer le travail de la colonisation. Et c'est ça qui inquiète un peu ce qui se passe. Et lorsque un pays indépendant qui se dit parfois souverain se permet de livrer un contrat et de signer un contrat de 35 ans, le contrat qui permet à un investisseur étranger de prendre en otage. Allez-y, professeur. On n'a qu'un coup de fil, mais vous pouvez continuer, professeur. De prendre en otage toute une source de revenus d'un pays indépendant, ce que ça s'appelle de la colonisation. Et c'est ce qui se passe. Que ce soit en Guinée ou au Togo, c'est la même chose. Chez nous, chez les anglo-saxons, entre le contrat que Bolloré a signé avec le gouvernement togolais et guinéen, et la manière là s'appelle quid pro quo, c'est-à-dire que vous permettez de donner, de faire une faveur ou bien de donner des avantages à une partie en espérant des faveurs qui sont illicites et illégales selon la loi. Et comme l'a dit quelqu'un, dans un pays normal, on ne peut pas signer un contrat comme ça sans que l'Assemblée nationale ne puisse se prononcer là-dessus. Mais voilà, chez nous, comme c'est une monarchie, le monarque absolu a décidé de brader les richesses du pays et dans les mains, comment l'appelle-t-on, de Bolloré, du breton Bolloré, et c'est comme ça, et lui aussi. Parce que moi, je vous ai dit sur cette antenne de Tempo ici que lorsque Fora a été réuni en 2010, il a rapidement publié un programme sur Republic of Togo, c'est le site officiel du RPT, et il a parlé d'une émergence en 2035. Et nous avions dit à ce moment-là que c'était par rapport au contrat Bolloré. Le contrat Bolloré va durer 35 ans. Faure Gnassingbé prétend aussi rester au pouvoir pendant 35 ans. C'est-à-dire que c'est là où le quid pro quo marche très bien. La faveur est très claire. 35 ans de contrat, 35 ans de pouvoir. Et Bolloré aurait juré, tant que je serai là, Faure, tu seras président au Togo, parce que j'en ai les moyens. C'est là où nous sommes. C'est pourquoi nous disons que ce que moi je dis qu'il convient d'appeler à faire Bolo Fort ou bien Foro Bolloré, ce que vous voulez. En tout cas, vous pouvez tourner ça comme vous voulez, mais ça s'y est bien. Ou bien on va l'appeler tout simplement Bolloré Gate. C'est un scandale qu'il faut saisir. Il faut saisir ce scandale-là, non pas pour peut-être aller contre Bolloré, mais pour faire en sorte que ces criminels locaux, c'est-à-dire ces gens-là qui ont voulu une fois encore brader les richesses de leur pays parce qu'ils veulent demeurer président à vie, payent un prix. C'est-à-dire cette affaire doit voir
la chute de ce régime-là immédiatement. Dans des pays normaux, moi je pense que Faure aurait déjà démissionné parce que c'est trop. Alors, comme l'a dit M. Kenao, nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous n'allons pas non plus laisser les Français juger l'affaire Bolloré. Non. Nous entendons nous constituer en partie civile pour nous joindre au dossier afin que nous puissions avoir notre œil dedans. Puisque c'est nous les Togolais qu'on a spoliés. C'est nous qu'on a spoliés. C'est nous que Bolloré, à travers Faure, à travers Bolloré, est en train de tricher. Vous voyez? C'est pourquoi moi je les appelle des kleptomanes. Parce que c'est des gens qui sont tellement riches. C'est une maladie qui fait en sorte que même si tu en as assez, tu ne puisses pas résister de voler encore. Sinon, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont encore à faire à voler de l'argent, à piller le pays? Alors j'ai dit que la Faure Bolloré tombe très bien pour nous les Togolais et je pense que nous allons en profiter. Nous allons faire en sorte que cette affaire puisse être la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et c'est ça. Trop, c'est trop. Alors, ce que moi j'ai dit, nous avons observé un tout petit peu un silence de la part du Togo. Je comprends bien que les uns et les autres veulent avoir toutes les informations possibles avant de commencer par parler de l'affaire Bolloré. Mais nous, dans la diaspora, le peu d'informations que nous avons, nous disons que c'est suffisant pour que nous commencions à dénoncer cette forfaiture, pour que nous commencions à dénoncer cette corruption à ciel ouvert. C'est ce que j'appelle corruption à ciel ouvert. Parce que ces gens-là, ils n'ont peur de rien. Pour eux, nous sommes chez les nègres et le premier nègre nous a dit « Vous pouvez tout prendre, je m'en fous, pourvu que je puisse garder le pouvoir. » C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire « Ces gens-là, si vous vous prenez bien, vous vous y prenez bien, vous comptez de l'argent comme ça, vous les remettez, ils vont vous vendre le Togo. Ils n'ont pas d'amour pour ce pays. » C'est notre problème avec les gens qui dirigent ce pays. Cette minorité pieuse-là n'a aucun amour pour le Togo. Ils sont prêts à tout pourvu que le pouvoir leur soit garanti. Moi, je ne vois pas pourquoi ils s'approchent comme des chauves-souris au pouvoir. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas quand même rester les seuls dans la zone ouest africaine où l'alternance devient vraiment un truc rare. Ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi nous disons que, en tout cas, cette fois-ci, nous n'allons pas reculer. C'est tout. D'accord. Qu'il pleure, qu'il rit, et ça clique. Donc, à savoir que nous n'allons pas reculer. Allô. S'ils n'aiment pas ça, ils n'ont qu'à aller mourir. Tant pis pour eux. D'accord. Je crois que, professeur, on vous a compris. Vous allez continuer tout à l'heure, mais on va aller du côté de Lomé avec Eric Dupuis. Monsieur Dupuis, est-ce que vous êtes en ligne? Oui. Allez-y, monsieur Eric. Bon, je vais conclure rapidement parce que j'ai un rendez-vous. Il y a quelqu'un qui m'attend depuis 1 heure. Merci. Alors, je voudrais dire que le problème du Togo est un problème de malgouvernance. C'est surtout un problème de malgouvernance et un problème d'état de droit. Si on était dans un état de droit, tous ces problèmes ne se passeraient pas. Dans un État émergent, dans un pays comme le nôtre, un pays pauvre, nous avons besoin, même les pays comme le vôtre aux États-Unis, vous avez besoin des investissements d'autres partenaires économiques. Mais il appartient aux dirigeants des pays de suivre les normes, de respecter les normes parce que il faudra rendre compte au peuple. Or, au Togo, le principe de rendre compte au peuple n'existe pas parce que ceux qui dirigent ce pays depuis 55 ans n'ont jamais été élus. Pour que vous puissiez avoir la conscience, l'obligation de rendre compte à vos populations, il faut que vous ayez un mandat de cette population-là. Or, Faure Gnassingbé n'a pas de mandat de cette population. Faure Gnassingbé est soutenu par une minorité qui
accaparent tous les biens de ce pays, avec Faure Gnassingbé en tête, et ils savent qu'ils n'auront jamais de compte à rendre. Tout à l'heure, j'écoutais le docteur en disant que ce sont eux qu'il faut poursuivre, ce sont ces gens-là qui sont des criminels locaux, ce sont eux qui ont accaparé les fortunes de ce pays depuis des années. Aujourd'hui, le SMIC au Togo est à 300 francs par jour. 500 francs par jour pendant un mois, ça fait 15 000 francs. Il reste combien à la personne pour vivre, pour payer l'électricité, pour payer l'eau? Je crois qu'on a un problème technique. Eric était en train de faire sa conclusion pour essayer de nous quitter. Le peuple togolais croupit dans la misère, Eric, pendant qu'une minorité vit dans l'opulence à cause des affaires mafieuses comme on voit aujourd'hui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que l'affaire Bolloré. Il y a eu l'affaire Wassem, on en a parlé dans ce pays. Il y a eu Servère, on en a parlé dans ce pays. Il y a plein. Les phosphates du Togo. Dites-vous que les phosphates du Togo, on avait interpellé le gouvernement pour avoir le bilan des phosphates. Le ministre nous a répondu que pendant 5 ans, la société des phosphates togolaises n'avait même pas produit de bilan. Comment est-ce que vous pouvez concevoir qu'une société dirigée par l'État ne soit pas capable pendant 5 années de fournir un bilan? Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et la cimenterie, dans ce pays, c'est détenu par une minorité. Ils sont dans tout. L'essence, l'importation de l'essence, ce sont eux. La distribution de l'essence, ce sont eux. Mais tout est détenu par eux. Tout est détenu par eux. Même la dernière fois, en boutade, il y a un de mes amis ghanéens qui me disait que 90% du maïs que nous mangeons au Togo serait produit par des gens du RPT UNIR. Voilà la réalité. Les bœufs sont importés par eux. Vous ne faites rien au Togo sans payer votre dîme à ce régime-là. C'est un État mafieux, c'est un État totalitaire. Voilà le vrai problème. Et c'est là où je rejoins le docteur qui dit que le vrai problème, ce sont ces criminels-là, ce sont ceux qui bradent nos pays, qui sont les vrais criminels, et ce sont eux qu'il faut dégager du régime pour que le Togo puisse connaître le développement, connaître un état de droit, connaître la démocratie, pour qu'on ait la culture de la gestion du bien commun et on ait la culture de rendre des comptes à ceux qui vous ont élus pour des postes donnés, pour des responsabilités données au nom du peuple togolais. Merci Eric. Eric, avant de partir, est-ce que vous voulez réellement passer un message à la diaspora? Parce que vous avez vu aujourd'hui que la diaspora fait beaucoup de manifestations, elle lutte aussi pour la cause du Togo. Est-ce que vous avez un message profond pour la diaspora? Bon, monsieur Gabriel, vous êtes en ligne? Oui. Bon, allez-y rapidement pour qu'on puisse... oui. Oui, effectivement, en écoutant tout de suite M. Yves Kenao et également Éric Dupuis, malheureusement qui serait déjà parti. D'abord, j'allais commencer par M. Éric Dupuis en disant tout parfaitement que voilà, ils sont les leaders de l'opposition, l'incarnation, la plaque, l'effigie de l'espoir de tous les Togolais aujourd'hui. Alors, ma question, mon inquiétude, qui serait peut-être la question de tous les Togolais aujourd'hui, est la suivante. Bon, quel est le pas mené, quelle est la condition de respect pour que leur lutte soit une lutte digne, une lutte de qualité, pour que la conclusion soit profitable à tous les Togolais envers notre pays métropole, qui est la France aujourd'hui. Je pose cette question parce que aujourd'hui, monsieur Serge, je suis tellement désolé, le peuple togolais est brandi dans la rue aujourd'hui, mais finalement, c'est le gourou qui est en face aujourd'hui. J'allais dire, je fais allusion aux forces armées togolaises que le gouvernement plaque devant la population togolaise qui est à menu bredouille.
Alors, il va falloir, nous savons tous sincèrement, mais sur le cœur, que voilà, la France est derrière le gouvernement togolais. C'est pourquoi les marches sont un peu prohibées de gauche à droite, mais l'opinion internationale ne dit rien de concret. Il est vrai qu'on a confié toute la tâche à la CEDEAO, mais quand même, il faudrait quand même le dire. La France est notre pays métropole et la France pourrait quand même prendre une décision en faveur des Togolais, exactement. Si je ne me trompe pas bien, je pense bien que la décision de la France serait quand même une décision qui aiderait quand même les Togolais à s'en sortir dans ce problème politique. Alors, je voulais poser une fois encore, je réitère encore la question, en posant la question envers directement à Rick Dupuis et également la diaspora. Quels sont les pas de négociation qu'ils mènent envers la France, notre pays métropole? D'accord, je crois qu'on va commencer par Yves Kenao. Avant d'arriver au docteur, si M. Dupuis est en ligne, je pense qu'il a dû répondre. Alors, Kenao. Monsieur Gabriel, vous êtes un défenseur des droits de l'homme, vous êtes un intellectuel, vous êtes un journaliste. Vous devrez quand même comprendre ce principe de ce que vous appelez communauté internationale. La France, pour des raisons de géopolitique, ne peut en aucun cas lâcher le Togo. Ça, il faut que vous le compreniez. La France ne lâchera pas le Togo, c'est pas facile, c'est pour l'histoire de géopolitique. Parce que la France, politiquement, voudrait se donner de la valeur au niveau international. Parce qu'il y a ce qu'on dit level. C'est-à-dire que vous êtes en train... Le niveau? Non, c'est-à-dire que vous êtes en train de... Qu'est-ce que vous avez comme élément de contrôle ou bien qui vous permet d'exiger de l'autre ce que vous voulez obtenir. Maintenant, la France a des pays comme le Togo. La France a des pays de l'Afrique occidentale qu'elle peut dire, ok, si vous voulez intervenir, je voudrais que ceci-là de vous. Vous me donnez ça, là je vais vous laisser une place par exemple au Togo. Je peux vous laisser une place par exemple en Côte d'Ivoire. Tout ça là, c'est sur le plan international. Ça ne se fait pas devant nous comme ça. Ça se fait au niveau des consulats et des ambassades. Parce que celle qui contrôle les pays... Voilà. Donc vous allez marcher à Lomé, matin, midi, soir. Mais si cette communauté internationale là n'arrive pas à se partager les cadeaux, si la France arrive à obtenir ce qu'elle veut d'un côté, elle peut lâcher le Togo. Oui, mais mon cher Kenao, je crois que le mais Togolais, ce que je veux dire, tout est dévolu. Le Togolais doit pas maintenant ses responsabilités d'attendre cette communauté internationale. Ce que je veux dire, je l'ai toujours dit. Pour que ce que vous souhaitiez arrive, le Togolais doit couper pur et simple avec ce que j'appelle l'ancien ordre, les maîtres là. Le Togo doit commencer par attaquer le mal par ses racines. C'est-à-dire que attaquer tout le système de colonisation, tout le système qui maintient ces présidents africains en place. Nous allons chasser Faure Gnassingbé. Mais si le Bolloré et les France existent encore, on peut faire partir Bolloré. La France va amener une autre société qui va encore corrompre le nouveau président qu'on a mis sur place. Et encore, nous allons nous mettre dans les rues. Parce que Bolloré, il achète la justice française. Il achète même les présidents. Même les présidents français, il les achète. Donc, c'est tout le système que le Togo doit combattre. Et quand j'entends les gens me dire qu'il faut chasser l'autochtone et puis faire face à l'étranger, ça n'a jamais marché. Ça fait 60 ans que nous avons toujours chassé les présidents africains. Mais dans tous les autres qu'on prendra le pouvoir va faire ce travail. Parce qu'il ne va pas rester là. Je propose, et je le dis encore, la solution et la durable, c'est que le Togolais commence par se faire confiance sur lui-même, par couper avec tout ce qui est du système. Ce n'est pas facile, mais à la longue, ça va payer. La Chine l'a fait. La Chine l'a fait aujourd'hui. Je vous dis qu'en 1947, la Chine ne dépassait pas le Togo. Hein.
En 1947, la Chine est dépassée. Vous parlez de la Chine, on parlera plus tard de la Chine-Afrique après. Après la France-Afrique. La Chine ne dépassait pas le Togo. À un moment donné, la Chine a décidé, ok, je coupe avec tout ce qui est de l'étranger, je me consacre sur moi-même, je me développe à partir de mes forces intrinsèques. Et la Chine aujourd'hui est une puissance qu'on respecte. Mais si nous voulons toujours avoir les aides de gauche à droite, si nous voulons toujours faire les choses en comptant sur quelqu'un de l'étranger, nous n'allons pas. Je demande aux Togolais de commencer systématiquement. Je sais que les gens me diront on ne peut pas vivre sans WhatsApp. Yes, on peut vivre sans WhatsApp. Je sais que les gens me diront qu'on vit dans une globalisation. Non, la globalisation n'arrange pas le Togo. C'est elle plutôt qui tue le Togo. Alors, revenons. S'il faut qu'on commence par enseigner en éveil, qu'on enseigne en éveil. S'il faut qu'on commence par manger la pâte avec nos ademets, nos légumes, qu'on le commence. Et progressivement, vous allez voir que nos chefs vont plutôt penser à nous. Je vous dis que les présidents africains ne pensent pas à la population africaine. Le président togolais s'en fout pas mal de ce que vous faites à Lomé comme marche. Lui, son problème, c'est de satisfaire celui qui peut le garder au pouvoir. Et c'est la France, ce sont les bolérés. Voilà. Donc nous devons d'abord casser, lutter contre tout le système. Et maintenant, nous allons émerger, nous allons installer notre propre système qui est togolais, qui est africain. Je vous remercie. Merci, mon cher Kenao. Professeur, je pense qu'aujourd'hui, Bolloré est mis en examen où? En France. Au niveau de la France, nous avons deux groupes. Le groupe de Sarkozy et le groupe de Macron. Monsieur le professeur, qu'est-ce que aujourd'hui le groupe de Sarkozy, non, le groupe de Macron a pu voir dans cette histoire de Bolloré? Parce que Bolloré, il est lié à Sarkozy. Est-ce qu'il y a quelque chose que Macron voulait relever? Est-ce que aussi la justice française est réellement une justice qui pourra, en tout cas vraiment, nous donner comment on appelle, une justice légale vis-à-vis de cette histoire de Bolloré? Parce qu'on nous dit, si l'histoire de Bolloré commence, ça va prendre peut-être 8 ans ou bien 10 ans avant qu'on ait la finalité de ce qu'on cherche. Monsieur le professeur. Oui, mais l'essentiel, c'est que il y a un dossier qui est en instruction, il y a des gens qui ont été mis en examen pêle-mêle, il y a des gens qui sont en train d'être écoutés par la justice française. Il ne faut pas oublier que avant Bolloré, il y avait une société française, Probosa, qui était au port de Lomé. Et donc, c'était ce gars-là que par le biais de Sarkozy, on a évincé en plein midi pour installer Bolloré. C'est depuis là, depuis ce 2009-là, que nous, on savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qu'il y a eu quand même corruption là-bas. Et vous voyez ce monsieur, le PDG de cette société, a porté plainte depuis 2011 auprès des juges français. Ce sont ces juges, ces mêmes juges, qui sont en train d'instruire l'affaire Bolloré aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est même pas, même si le gouvernement, même si Macron ne venait pas au pouvoir, l'affaire là était là. Bon, maintenant, pourquoi c'est maintenant que son l'instruction a commencé? Ça, Dieu seul sait. Mais pour nous, pour notre part, c'est que mieux vaut tard que jamais. Si aujourd'hui les Français, la justice française a pensé que l'Afrique a trop subi, il faut désormais dire le droit pour au moins tenter d'aider l'Afrique à se débarrasser de ces parasites qui viennent de partout. Moi, je pense que tant mieux, nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision des juges français de s'attaquer aux gens qui sont en train de freiner l'élan de l'Afrique vers son développement. Parce que, comme vous le savez, vous avez vu que Bolloré est devenu un poids lourd. Nous n'allons pas parler comment on appelle, du travail forcé des enfants dans les plantations du Cameroun, où Bolloré avait des investissements. Il y a eu un journaliste français qui allait investiguer sur ce truc-là. Bolloré l'a fait enfermer en France. Donc aujourd'hui, si Bolloré se retrouve devant la justice, c'est qu'il est en train de tomber, n'est-ce pas, en disgrâce, comme on le dit en anglais. Et ce gars, moi je suis confiant que, quel que soit le nombre d'années que ça va prendre, Bolloré sera
un jour devant les juges pour être jugés pour ces crimes économiques qui sont nécessairement liés à des crimes de sang que ces gouvernements-là sont en train de commettre sur leur population. Parce que Bogoloré ici va être considéré comme celui-là qui aide, qui apporte de l'eau au moulin de ces dictateurs-là qui veulent se maintenir au pouvoir et que lorsque la population se soulève, on les massacre. Donc il y a un lien entre les crimes que les forces sont en train de commettre au Togo et ce que Bolloré a pu faire pour l'installer au pouvoir. C'est pourquoi moi je parle de crimes de sang en même temps quand je parle de crimes économiques. Et donc tous ces faits-là sont liés. C'est pourquoi moi je suis confiant que les juges français, même si c'est trop tard, pour une fois, moi je ne veux même pas savoir si Macron se bat avec Sarkozy ou pas, parce que Sarkozy, c'est un criminel aussi qu'il faut écouter dans l'affaire Bolloré. Parce qu'il en est beaucoup, il en est pour quelque chose dans cette affaire-là. Vous voyez? Parce que c'est un gars il ne serait pas un politicien. C'est un criminel qui force la main à tout le monde. Si tu ne te laisses pas faire, il te casse le bras et puis il continue. Sarkozy, c'est un autre criminel qui est là. Donc moi, je ne vais pas être étonné d'apprendre un jour qu'on a convoqué Sarkozy dans l'affaire Bolloré. Ça, il faut l'écrire quelque part et garder. Sarkozy va comparaître parce qu'il est le premier instigateur de cette affaire au Togo. On le savait depuis 2009 et maintenant l'histoire nous donne raison. C'est pourquoi on souhaite toujours vivre longtemps, parce que en vivant longtemps, on finira toujours par voir que quelque part on avait raison ou on avait tort. Alors, ce que moi je peux dire dans cette affaire, c'est une affaire de malgouvernance, comme l'a dit M. Éric Dupouy. Si le Togo était bien gouverné, on ne serait pas en train de parler de ce scandale-là. Regardez, la preuve en Guinée. Lorsque cette affaire a éclaté, les gens en Guinée, les députés, tout le monde a réagi pour dire au moins que nous voulons collaborer avec la justice française pour que la lumière soit faite. Mais au Togo, personne n'a dit un mot de la part du gouvernement pour dire nous aussi, nous sommes prêts à collaborer. Mais Bawara s'est permis d'ironiser en disant non, c'est une affaire franco-française. Avec vraiment des mots fleuris, un langage fleuri, comme on le connaît, on le lui connaît d'habitude. Pour lui, tout est amusement, alors que nous sommes sérieux. On ne peut pas blaguer avec une affaire comme ça. Une affaire, c'est une affaire de souveraineté du Togo. Ce n'est pas une affaire de choses. Alors, je dis que Bolloré ou pas Bolloré, les forts Gnassingbé doivent aussi être entendus. En tout cas, c'est mon appel que je lance aujourd'hui. Je demande à tout le peuple togolais d'organiser une marche spéciale pour demander à la justice française de chercher à écouter Fort Gnassingbé et ses acolytes qui sont impliqués dans la signature de ce contrat-là, que j'appelle contrat de bradage à ciel ouvert des ressources importantes de notre pays. Alors, c'est ce que nous voulons faire. Mais dans la diaspora, nous allons nous constituer en partie civile dans l'affaire Bolloré. Et ça, nous n'allons pas nous laisser faire. Merci. Professeur, je crois qu'il y a un peu de bruit chez vous. Je crois qu'Éric Dupuy est en ligne. Ça fait maintenant. Allez-y, professeur. Ouais, il semble que les téléspectateurs n'arrivent pas à nous suivre. Ils m'ont écrit, ils disent que bon, c'est comme s'il y a un problème technique. Il faut informer Mali. Alors, d'accord, je crois qu'on va s'en occuper rapidement. Il faut écouter Sarkozy dans cette histoire de Bolloré et aussi les autres chefs d'État que Sarkozy a pu maintenir au pouvoir jusqu'à preuve du contraire. Je pense que M. Kenao, Je voulais intervenir. Il y a Gabriel qui veut intervenir aussi. Oui, allez-y, rapidement. Je crois qu'on va aller rapidement du côté de Gabriel avant de revenir sur vous. Gabriel? Oui, merci, M. Serge. Je voudrais m'adresser en premier lieu à M. Kenao, qui disait au premier abord que voilà, il va falloir que les Togolais organisent quand même une manifestation pour inciter quand même les juges et les magistrats du Togo à réagir à propos du dossier Vincent Bolloré. Ouais. Je voudrais l'informer juste à savoir que voilà,
toute la justice togolaise, c'est une justice qui est sous pouvoir, une justice qui est sous ordre. Et j'allais dire que dans la constitution togolaise actuellement en vigueur, le président Faure Gnassingbé est le premier magistrat du Togo. Et également, ça m'étonne si aujourd'hui on me dit voilà que il n'y a pas la presse togolaise dans le dossier Bolloré aujourd'hui. Je me pose beaucoup de questions, mais je ne m'étonne pas s'il faut parce que je sais bien que c'est une affaire entre amis et son amour. Alors, je viens maintenant au professeur, tout en lui posant la question, en lui demandant qu'est-ce qui lui fait confiance exactement sur la justice française. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que la justice française ne serait pas corrompue du jour au lendemain? Et bon, il est tellement certain dans ses propos que voilà, le dossier aboutira au bon port. Bien, il n'a qu'à nous rassurer aussi, hein, parce que les Togolais sont tellement en attente, puisque la majorité entraînant les micro-trottoirs, nous avons tellement recueilli que voilà, ce dossier n'aboutira jamais parce que la justice française est au sommet de la justice togolaise. Donc, telles sont mes inquiétudes. Si le professeur est à l'écoute, il n'a qu'à essayer de donner une petite garantie. Du moins, je ne lui demande pas de dévoiler quand même son système, mais une petite garantie aux Togolais pour leur dire que voilà, le dossier aboutit. Oui, moi je pense que d'abord je fonde mon optimisme sur, comment l'appelle-t-on, le travail que je pense que nous les Togolais nous devons faire. Moi, ce à quoi je pense que désormais nous devons nous faire, nous devons nous approprier le dossier Bolloré. C'est-à-dire que, oui, nous remercions la justice française d'avoir, comment l'appelle-t-on, initié le dossier, mais nous allons nous approprier ce dossier-là, le peuple togolais, je pense du moins, pour enfin que, même si au niveau de la France, quelqu'un venait à être convaincu qu'il faut laisser tomber, nous allons nous adresser aux tribunaux internationaux qui vont faire ce travail-là. Moi, je suis confiant que c'est une affaire de corruption internationale. C'est une affaire de corruption qui est en train de nuire au développement d'un pays qui a eu son indépendance il y a de cela 60 ans et qui est resté sur place sans bouger. Il y a des pays, nous étions, je l'ai dit ici, nous étions au même niveau que le Singapour, la Malaisie, dans les années 60. Aujourd'hui, ces pays-là sont des puissances sur le plan économique. Donc, vous voulez dire que les Togolais, c'est parce que nous sommes maudits? Non! C'est parce que nous avons eu des Bolloré à travers notre histoire que nous sommes restés là. C'est pourquoi j'ai dit que n'importe quel tribunal international que vous saisissez pour l'affaire Bolloré, on va nous écouter. Donc la France va faire son travail, mais je ne fonde pas mon optimisme seulement sur la justice française. Non. Elle est aussi, comment l'appelle-t-on, mon optimisme est aussi fondé sur le fait que les Togolais, à un moment donné, vont se saisir du dossier pour qu'on puisse continuer avec ou sans la justice française. Parce que maintenant, nous savons ce qu'il y a. Dès que nous nous constituerons comme un parti civil, on aura maintenant accès à ces dossiers-là, on aura tout ce dont on aura besoin pour poursuivre ce dossier-là, là où il nous mènera. Et moi, je vous assure que, oui, peut-être que le dossier trouvera son épilogue quand Faure ne sera plus au pouvoir, puisque d'ici 1 ou 2 ans, nous allons parler de ce régime-là comme un régime dit passé, et cela nous permettra de faire avancer le dossier très rapidement. C'est parce qu'ils sont au pouvoir qu'ils pourront aller manigancer. Mais nous sommes confiants que si ce dossier-là ne l'emporte pas, quelque chose d'autre l'emportera et il va répondre en tant qu'ex-président par rapport à ce dossier-là accompagné de Bolloré. C'est pourquoi nous sommes confiants. Ce n'est pas que c'est sur la justice française seulement que nous bâtissons notre optimisme. Non. Nous, les Togolais, je nous invite à nous approprier ce dossier à partir de cet instant. Parce que, quelque part, nous connaissons tout, nous savons ce que nous subissons, le tort que Bolloré nous a causé à travers ce contrat fantoche. Vous avez vu, beaucoup de jeunes transitaires faisaient leur affaire au port.
Tous ces jeunes ont été renvoyés dès que Bolloré a pris la possession du port autonome de Lomé. Nous sommes au courant de tout. Ils ont mis tout le monde dehors pour laisser libre cours à quelqu'un qui est en train de vider les caisses de l'État à travers dans sa gestion kleptomaniaque du port, accompagné des criminels locaux de la République, déguisés en ministres et que sais-je encore. Alors, moi je dis que Bolloré a fait trop du tort aux Togolais, du plus petit au plus grand, et il est grand temps que nous les Togolais, on puisse aussi nous approprier ce dossier afin que nous puissions le poursuivre partout où nous pouvons, parce que quelque part, c'est la République qui est en danger. Merci, professeur. La France a livré Bolloré, c'est comme elle-même s'est livrée. Car les Africains aujourd'hui ont pris bonne note et vont prendre leurs responsabilités parce que Bolloré est installé dans tous les pays d'Afrique. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que Bolloré est connu comme quelqu'un qui distribue de l'argent et qui corrompt magistrats et avocats. Alors, Kenao. Voilà, avant de revenir sur cette histoire de Bolloré, de Sarkozy, Bolloré, Macron, je voudrais dire à mon ami Gabriel que quand je dis que les Togolais doivent faire leur propre, doivent prendre l'affaire là, dans tout pays, dans toutes les constitutions, le premier magistrat c'est le président de la République. Dans toute constitution. Ce n'est pas au Togo seul. La preuve, c'est celui-là qui nomme même le président des cours constitutionnelles. C'est le président de la République. Mais ce que je voudrais dire aux Togolais, le professeur l'a dit quelque part. mais il faudrait qu'on sache qu'il y a une corruption au niveau même de la justice. Il n'y a pas de justice au niveau de l'Afrique elle-même. Même aux États-Unis, ici, les présidents, les juges, les juges qui sont élus, qui sont nommés à vie, sont nommés par le président de la République. On vous dit qu'en France, ça, comme à Bolloré corrompt, il corrompt maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a dans toute constitution, il y a une disposition qui autorise les avocats de réclamer auprès des juges les informations dont ils ont besoin sur un point précis. Il y a cet article, il y a cette disposition-là, même dans la constitution togolaise. Ça, c'est comme ça, les avocats ont le droit. Mais avec l'histoire de Bolloré, je pense que voilà. On ne doit même pas s'occuper de cette justice. J'arrive. Le professeur a dit quelque chose d'important. Voilà. Pour compléter, pour matérialiser ce que je dis. Dès que un groupe de Togolais se constitue en partie civile, ça permet à l'avocat qui le représente d'avoir accès à ce dossier-là. On ne peut pas le lui refuser. Que vous allez prendre des avocats internationaux. Non, parce que on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un avocat international. Il y a les avocats sur place. Vous comprenez? Donc, M. Gabriel, les Togolais peuvent commencer, même à Lomé, par ça. Le gouvernement togolais ne peut pas leur refuser. S'ils se constituent en partie civile, leur avocat a le droit d'avoir accès à ce dossier. Mais M. Kenao, l'enquête n'a jamais abouti du côté de l'Afrique. Mais ce que le professeur vient de vous dire aussi, c'est important. Quels que soient les cas, c'est amorcé. C'est amorcé. Et ce qui est amorcé, on ne peut pas l'étouffer. On ne peut pas. Même si ça prendra 100 ans, même si ça prendra 1000 ans, si les Togolais veulent avoir une vérité sur cette histoire, ils l'auront. Parce que tu sais, la plupart des cas, quand les acteurs de ces affaires-là sont encore en vie, ça rend les choses difficiles. Mais quand ces acteurs-là meurent, c'est facile d'avoir accès à la vérité. Vous comprenez? Je vais revenir un tout petit peu pour expliquer aux Togolais en réalité ce qui se passe dans cette affaire Bolloré. Allez-y. Il y avait au Togo des sociétés françaises qui ont géré le port autonome au temps de Yadema. Mais qu'est-ce qui se passe? Chaque président français qui arrive cherche à mettre ses hommes au port autonome de Lomé. Parce qu'ils ont le contrat. Ils ont le contrat. Pour simple raison que ces sociétés-là les ont aidés en France à battre campagne. Ont financé les députés, les sénateurs de leur parti politique.
Donc, en contrepartie, on leur donne des choses en Afrique pour récupérer et refinancer leur campagne. Quand nous disons que les Africains financent les campagnes des présidents français, ce n'est pas nécessairement et totalement avec l'argent, mais on autorise ces représentations-là de ramasser. Mais dans les jours passés, on a dit que Faure était parti avec une mallette d'argent. Voilà. Mais ça ne peut pas égaler ce que la société... Et même Gilbert Bawara est allé en France avec une mallette d'argent. Ensuite, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Macron est arrivé. Or, ce sont les sociétés de Sarkozy qui sont en Afrique occidentale. Mais Macron doit trouver du marché aux sociétés qui l'ont soutenu en France. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a deux partis en France, voilà. Sarkozy et Macron. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Macron est en train de préparer sa réélection. Il lui faudrait enlever tout ce qui est Bolloré, tout ce qui est Sarkozy en Afrique et installer ces hommes. Ça veut dire que l'Afrique sera encore sous couvert. Sous couvert. Et c'est ce jeu-là. Donc il faut casser Bolloré et amener quelqu'un d'autre. Dis-toi, quand les sociétés de Macron vont arriver, comme nous crions que Bolloré a signé 35 ans, les sociétés de Macron vont signer 10 ans ou 5 ans. Alors nous allons applaudir que c'est mieux que 35 ans. Mais c'est la même exploitation. Mais je crois qu'avec le professeur, on ne va pas y arriver. Hein? Alors c'est ici que je vais demander au professeur d'être vigilant. D'être vraiment vigilant parce que on peut venir nous dire qu'une nouvelle société est arrivée, mais elle a signé un contrat de 10 ans. Mais c'est toujours la même exploitation. Alors, monsieur le professeur, mettez vos antennes tout autour pour que lorsque cela arrive, qu'on dise, ah non, si ça ne va pas dans l'intérêt du peuple togolais, même si c'est 1 an, nous n'allons pas accepter. Je m'arrête là. D'accord. Professeur, Bolloré remplissait toutes les conditions. Voilà ce qu'Alpha Condé a dit. Alpha Condé, le président guinéen. Il a dit, et je cite, Bolloré remplissait toutes les conditions d'appel d'offres. C'est un ami, je privilège les amis, et alors, avait-il expliqué, c'était en 2016, à propos même de ce dossier. Le professeur, est-ce que vous avez quelque chose à y ajouter? Aujourd'hui, il faut demander à Alpha Condé s'il reconnaît sa voix. Dans ce message-là, il va te dire non, monsieur, je n'ai jamais dit ça. Puisque quelque part, ça chauffe. Ces gens-là se croyaient tout permis. Aujourd'hui, ils se rendent compte que, oh, ce n'est plus ça. Lorsqu'ils vont commencer par recevoir des convocations pour être entendus par la justice française, il va dire que non, ce n'est pas ma voix. Ce que vous venez de citer là. Bon, ce qui me rassure dans cette histoire de Bolloré Faure ou bien Bolloré Condé, c'est que à côté de nous, au Bénin, lorsque M. Talon est arrivé au pouvoir, Bolloré était déjà là en train de gérer des affaires d'une façon louche comme il le fait au Togo, en Guinée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Talon l'a mis à la porte. Et le Bénin n'est pas mort. Le Bénin n'a pas disparu. Talon n'a pas quitté le pouvoir. Il est encore là. Et le Bénin marche bien. Le port du Bénin bénéficie maintenant et profite aux Béninois. Moi, je pense que, comme on l'a toujours dit, nous ne sommes pas des fous pour dire que non, nous voulons retourner à l'autarcie des années avant la Deuxième Guerre mondiale. Non. Nous voulons vivre parmi les autres États dans le concert des nations. Nous voulons être aussi membres à part entière de cette communauté internationale. Donc, nous aurons à faire des affaires avec qui que ce soit, mais nous, sous notre contrôle. Nous ferons ces affaires-là où nous savons que nous n'allons pas tricher autrui et nous n'allons pas nous permettre d'être triché par autrui. C'est tout ce que nous voulons. Comme je l'ai toujours dit ici sur cette antenne, l'Africain aime la réciprocité. Comme le disait le général ou le maréchal Mamoutou, il n'y a pas de corrompu, il n'y a pas sans corrupteur ou quoi que ce soit. Et il a même dit que l'Africain ne connaissait pas la corruption. Et la corruption a été introduite par les colons en Afrique.
Bon, là, c'est à débattre. Moi, je vais dire tout simplement que nous voulons des situations où les gens viennent investir chez nous, mais pas pour nous exploiter, mais pour faire en sorte qu'ils puissent aussi vivre de leur entreprise, mais qu'on puisse aussi être servi en tant que Togolais. C'est tout ce qu'on veut. Alors, rassurer tout le monde, tout ce monde-là, que ce n'est pas que nous ne voulons pas faire des affaires avec l'étranger, mais nous voulons des affaires qui sont plus ou moins justes, des affaires qui ne bénéficient pas seulement une partie, mais les deux parties qui sont en contrat, c'est-à-dire les Togolais ou les Guinéens et les Français. C'est tout ce que nous voulons. Maintenant, Bolloré a décidé de soutenir des régimes, sachant qu'en le faisant, il est en train de détruire la viabilité d'une large partie de la population de ce pays-là. C'est là où nous, on s'inquiète. C'est pourquoi d'ailleurs, coup de chapeau à la justice française. Même s'il y a des sceptiques parmi nous, moi je pense qu'elle a le mérite d'avoir déclenché cette affaire-là. Même si on l'a laissé à mi-chemin, désormais tout le monde sait que Bolloré est un criminel économique. Tout le monde sait que Bolloré, à travers ses crimes économiques, a favorisé des crimes de sang dans des pays africains. Moi, je pense que c'est déjà suffisant. Alors, lorsque Bolloré viendra investir chez toi maintenant, tu vas le regarder très bien avant de lui accorder quoi que ce soit. C'est tout ce que nous disons. Alors, nous demandons désormais que tout soit mis en œuvre pour demander. Moi, c'est pourquoi je dis le peuple togolais doit s'investir. Nous devons désormais, dans nos manifestations, demander pure et simplement le départ de Bolloré des ports de Lomé. Purement et simplement. Et nous allons nous débrouiller en attendant de trouver un investisseur crédible qui va faire en sorte que le Togolais va vivre mieux à travers les richesses que génère le port autonome de Lomé. C'est tout ce que nous demandons. Désormais, nous disons que Bolloré doit plier bagage, il doit aller rejoindre Sarkozy et c'est leur affaire. Maintenant, lorsque un appel d'offres en bonne et due forme sera lancé, même si c'est un autre Français qui venait et qui gagnait le contrat dans les conditions normales, on ne va pas nous n'allons jamais nous opposer à cela. Parce que nous ne sommes pas des gens qui rejettent tout pour la simple raison de rejeter. Non, nous sommes des gens raisonnables et nous pensons que le Togo d'abord, avant de penser au ventre de ces multinationales-là qui sont en train de spolier tout le monde entier. Et c'est là où nous sommes un peu en désaccord avec leurs pratiques. C'est les pratiques que nous condamnons. Ce n'est pas la nationalité. Ici, c'est les pratiques mafieuses qui sont en train d'être menées au détriment de nos peuples. C'est pourquoi nous nous battons. Alors moi, je pense que nous sommes très contents. Moi, je suis très excité par rapport à cette affaire-là. Même si nous ne connaissons pas encore l'issue, quand même le mérite est là. Nous parlons maintenant de ces crimes-là qui a été commis dans presque 16 pays d'Afrique, ou bien 15 pays d'Afrique de l'Ouest, puisque Bolloré se retrouve partout. On n'a même pas encore touché à un problème sérieux. Le chemin de fer en Afrique. Vous savez ce qui s'est passé? Et en 2016, Bolloré est venu au Togo. Il est allé prendre le plus vieux train qui était là avant la période coloniale au Togo. Il a dit qu'il va le réfectionner. Il a peint en bleu. On l'appelait train bleu, quoi que ce soit, pour tromper la vigilance du Togo. Comme quoi, il a amené un train neuf. Vous voyez? Et lui, Bolloré et Faure Gnassingbé étaient à bord pour le lancement de ce train. Vous savez ce qui s'est passé? Après 10 km, le train s'est arrêté. Tu sais ce qui s'est passé? On a dû envoyer un renfort. Des voitures sont venues chercher ces deux personnages-là en catimini. Et depuis là, les gens se demandent est-ce que Faure et Bolloré sont déjà arrivés à destination? C'était la fin de l'amour de ce train-là. Il a fait la même chose au Cameroun. Il a fait la même chose en Côte d'Ivoire. Ouattara était aussi monté à bord d'un train jaune, soit disant que Bolloré... Si vous voyez, nous ne sommes plus à l'époque où on vient avec des épiciers, de la poudre à canon, et on prend nos gens. Ce n'est plus possible. Le blanc en a fait que maintenant nous savons tout de lui. Nous sommes prêts maintenant à la moindre chose. Nous allons détecter avec nos radars
ceux qui sont en train de comploter contre l'Afrique, le peuple africain. Donc c'est pour vous dire que le personnage Bolloré, c'est un truand, en définitive. C'est un truand. D'accord. Je crois avant d'arriver à Gabriel qui attend impatiemment, je voudrais dire que en 2017, Bolloré a réalisé 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le continent africain. Est-ce que cela ne vous dit pas quelque chose, M. Kenao? Ça ne dit rien, puisque c'est pour ça qu'il est là. Hein? Nous ne voulons pas faire cela. Mais nous appelons un étranger de venir le faire, il va le faire. Tu sais, j'ai toujours dit, nous, si c'est un Africain qui avait réalisé cela, on allait le juger. Un chiffre d'affaires de 2,5 milliards si c'est un Africain d'euros. Si c'est un Africain qui avait réalisé cela, son président allait l'arrêter et l'enfermer. Mais comme c'est un étranger, on applaudit. C'est pour te dire que on peut se faire de l'argent en tant que Togolais, en tant qu'Africain, sous le dos de notre gouvernement et dans notre propre pays. Réaliser des choses dans notre propre pays. Mais le problème, c'est quoi? L'Africain n'aime pas voir son frère africain réussir. C'est tout le problème. On a bien des gens qui sont bien éduqués au Togo pour pouvoir prendre le port autonome et en faire de ça de l'argent. Il y a près de 3 milliards qui rentrent par jour. Je te dis, le problème c'est que le Togolais ne voudrait pas voir un autre Togolais réussir. Mais on a vu ça en Côte d'Ivoire. C'est tout. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Les caisses, quand le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, 3 milliards par jour. 3 milliards par jour le port autonome d'Abidjan. Aujourd'hui, qui prend le port autonome? Donc, c'est ça le problème africain. Ce n'est pas seulement Togolais, c'est le problème africain. C'est qu'on ne voudrait pas que nos autochtones réussissent. Tout ce qu'on veut, on veut qu'on dise que c'est l'étranger qui a plus ceci. Il faut consommer étranger. Il faut consommer étranger. Et ça, je dis encore que c'est le blanc qui a mis ça dans notre tête. Monsieur le professeur peut mieux faire que son collègue blanc américain. Mais si on les dépose les deux devant le gouvernement togolais de choisir, ils vont choisir l'américain et laisser l'autochtone. Qui est encore plus expérimenté, qui enseigne même l'américain. Qui a même la sympathie de son prochain, on va l'abandonner. Même de son boulot. De son boulot, et on va prendre l'étranger. C'est ça. Le complexe, ça je dis, et quand je dis pour nous de couper, de combattre le système, tout ça là. Donc on doit couper le cordon ombilical. C'est-à-dire que tous ces petits éléments là jouent beaucoup. Aussi bien, je te donne un exemple, hein. Le marché, l'appel d'offres est lancé. Mais un ingénieur africain ou togolais va aller là. On ne va pas lui donner ce marché là. Jamais. On lui donnera à un étranger. D'accord. Tout simplement parce que il va se faire de l'argent comme moi aussi. Il ne va plus me respecter. Ça c'est le mot, ça, il ne va plus me respecter. On parlera de 2 riches ou de 3 riches. Je préfère qu'on parle d'un riche. D'accord. C'est ça. D'accord. Il faut multiplier la bourgeoisie africaine. En tout cas. Il faut multiplier la bourgeoisie togolaise. Et comme ça, ça fera que tout le monde sera libre. On ne cherchera même pas à savoir si le président de la République détourne l'argent de l'État ou pas. Posez-vous la question aux États-Unis ici. Combien d'Américains savent que le président américain se lave les mains avec du champagne? Ils ne savent pas. Puisque tout le monde trouve son petit pain quelque part. Tout le monde veut avoir la voiture pour conduire. Il peut faire son crédit, il peut travailler, payer et avoir une voiture. On ne cherche pas, si ce n'est pas trop, on ne cherche pas à savoir. Mais nous ne trouvons pas à manger. Comment n'allez-vous pas chercher à savoir d'où vient l'argent du président de la République? C'est ça le problème. Alors, chers Africains, chers Togolais, multiplions la bourgeoisie togolaise. Et vous verrez qu'on serait libre. Merci, merci. Et Gabriel, allez-y pour votre mot de finale. Oui, avant de conclure, j'allais essayer de bondir effectivement sur le discours du président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, en date du 27 avril 2018.
Au fait, il faudrait le signaler, dans son discours, il a essayé d'évoquer et il a été concret, très précis que voilà, quel que soit le cas, les élections doivent être organisées dans les délais prévus par la Constitution en vigueur. Bien. Ensuite, dans l'émission débat passé, j'ai posé cette inquiétude devant le professeur, tout en lui demandant la question, à savoir quel est leur système d'agir, puisqu'il est vrai qu'il n'a pas, je ne voudrais pas qu'il m'évoque, mais que ça soit rapide. Maintenant, qu'est-ce qu'il pense pour pouvoir essayer de bloquer le gouvernement dans ce processus d'organisation des élections? Le peuple togolais peut sortir aujourd'hui, crier de gauche à droite. Nous ne voulons pas l'organisation de cette élection, mais nous voulons le retour de la coalition 1992. Mais est-ce que ce peuple-là a la force d'aller arracher cette constitution-là et le déposer à la table et discuter autour de cela? Non. Parce que le gouvernement se trouve au centre de l'armée togolaise, au centre d'une armée très très forte. Alors, je voudrais une dernière question au professeur et à la diaspora, tous les dirigeants de la diaspora. Le gouvernement est en train d'organiser l'élection et ça aura lieu. Vous voulez ou pas, ça aura lieu. Nous sommes sur le sol togolais. Qu'est-ce que vous pensez faire pour essayer de bloquer cette situation-là? Merci. Ouais, Professeur, vous êtes à l'honneur. Mon frère Gabriel, que je suis obligé de dire que ce que Faure Gnassingbé a dit, c'est ce qu'on appelle de la démagogie purement et simplement. Il s'est rapidement transformé en démagogue en voulant insister. Ça fait la troisième fois que Faure Gnassingbé insiste sur le fait que les élections auront lieu dans les délais prévus par la Constitution. Il y a plusieurs facteurs qui militent contre cette organisation que à corps et à cri Faure Gnassingbé. D'abord, le gouvernement togolais, à l'état actuel, n'a pas de moyens pour organiser même les primaires, s'il y en avait au Togo. Ils n'en ont pas. La preuve, nous savons comment ils font pour payer les fonctionnaires. Pas plus que ce matin ou bien hier, vos confrères des radios ou des presses privées en ont débattu. Ils ont parlé du fait que le lundi a été férié parce que le gouvernement a voulu empêcher les fonctionnaires de manifester parce qu'ils prévoyaient manifester dans les banques pour réclamer le paiement, puisqu'il y avait eu un retard de paiement. Donc ils ont déclaré chômage payé la journée de lundi, après 2 jours de week-end, samedi et dimanche, pour pouvoir décapiter ce mouvement-là. Et histoire de trouver l'argent de la Côte d'Ivoire qui du Bénin pour pouvoir payer le mardi. Alors moi je vous rassure que ni les partenaires du Togo, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, ne vont jamais accompagner un processus vicié comme celui que Faure veut imposer aux Togolais. Nous sommes engagés dans un processus de dialogue, un dialogue qui puisse a été négocié, sollicité, demandé par Faure. Et maintenant, il ne peut pas s'en soustraire. Faure est lié par ce dialogue-là. Et c'est le dialogue qui doit définir les conditions d'organisation. J'arrive. Il vous donne l'impression qu'ils peuvent le faire, mais je vous dis que le gouvernement togolais ne peut pas organiser des élections qui ne sont pas consensuelles. Ça, il faut l'écrire. On va en discuter 2-3 mois après ici. Parce que ce que les gens là ont voulu faire, ils avaient voulu organiser le référendum bien avant aujourd'hui. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. Monsieur le professeur. Nous n'allons pas dormir et nous n'avons jamais dormi. Nous allons faire en sorte que... Oui, je vous écoute. Il a été clair dans son discours. Oui. Il a été clair en précisant que voilà, le processus du dialogue est en cours et serait toujours en cours au moment où ils organisent les élections également. Donc, mais bien avant, donc ça sous-entendu que voilà, ils pourront gagner les élections et gagner encore 5 ans de plus
et maintenant poursuivre le dialogue. Donc c'est qu'il faut que voilà, les dialogues peuvent avoir une atmosphère d'échou, tout simplement. Ça fait allusion à ça. Donc maintenant, il a dit qu'il ne va pas suspendre le dialogue. C'est lui-même qui a demandé le dialogue en cours. Il ne va pas le suspendre. Monsieur Gabriel, vous savez que depuis le 14 avril, le problème du Togo a franchi un cap. C'est-à-dire que le cap, c'est que la CEDEAO, quel que soit ce qu'on peut dire d'elle, a officiellement demandé non seulement à 2 médiateurs de trouver rapidement une solution au problème togolais, mais encore à la commission de la CEDEAO de travailler dans le sens de faire des recommandations qui seront soumises au chef de l'État, à la conférence des chefs de l'État de la CEDEAO, lors de leur réunion prochaine, en juin, où M. Faure Gnassingbé devait remettre le tablier à un autre chef d'État pour diriger la CEDEAO. Nous pensons que tout cela constitue des atouts majeurs pour ce que nous disons. Nous ne disons pas que le gouvernement, s'il peut, il ne va pas organiser les élections. Mais je vous dis que non seulement il ne peut pas, même s'il le pouvait, nous allons l'en empêcher. C'est-à-dire que nous allons faire en sorte qu'il va se retrouver seul sans ces moyens-là, et nous allons voir comment il va organiser ces élections-là. Vous pensez que le gouvernement togolais a un franc pour organiser des élections? Ces gens, ces kleptomans-là préfèrent mettre l'argent qu'il y a maintenant là dans leur poche que de prendre encore ce qu'ils ont pour... Non, ils vont préférer tendre les mains partout pour quémander de l'argent. Et nos partenaires sont en train de dire que non, pas plus qu'hier. D'ailleurs, je suis en train de me préparer. L'ambassadeur des États-Unis au Togo a fait une déclaration lorsqu'il s'est adressé à la diaspora que nous avons beaucoup accueilli parce qu'il a reconnu le désir ardent d'être Togolais de voir un changement au Togo. Ça, c'est un partenaire clé. Il n'est pas des moindres. Et il sait que le Togolais ne va jamais accepter que sur le statu quo demeure. C'est pourquoi moi j'ai dit que vous êtes sur le terrain, vous voyez ce qui se passe. Mais malgré ça, je sais que le Togolais n'a pas encore donné et montré tout ce dont il dispose pour défaire ce régime-là. Au niveau de la diaspora, nous n'allons pas tout dire ici, mais je lance un défi à Fort publiquement ici. Il n'a qu'à organiser ces élections. Il n'a qu'à aller les organiser. En tout cas, c'est le défi qu'on nous lance. Il n'a qu'à les organiser. D'accord. Je crois que Gabriel, oui, on ne va pas livrer tout le secret ici parce que la diaspora réellement sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle a mis en œuvre. Je pense que vous allez voir désormais sur le terrain ce qui va se passer. Professeur, je ne vais pas réellement finir cette émission sans toutefois vous donner le micro pour votre mot de fait, mais sachez bien sûr qu'il y a un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros que M. Bolloré a réalisé sur le continent africain. Oui, mais bien sûr, comme l'a dit Yves Kenamo, il est arrivé là-bas sachant que c'est un terrain fertile, sachant qu'il a affaire à des gens qui ne vont pas poser des questions, mais qui vont dire oui, monsieur Leblanc, et tu es notre bienfaiteur, tout ce que tu veux prends, pourvu que tu nous garantisses, tu nous garantis le pouvoir à vie. Et il est en train de le leur garantir à vie. Donc Bolloré, je vous ai dit, même si Bolloré s'était proposé d'acheter le Togo, je sais que certains se seraient précipités pour le lui vendre. Là, donc on ne s'inquiète plus du chiffre d'affaires de Bolloré. Il est arrivé au Togo en colon pour reconquérir l'Afrique, pour sa région de Bretagne. C'est ce qu'il est arrivé là-bas pour faire. Et moi, je n'ai pas peur de le dire. Il faut que nous puissions clairement savoir que Bolloré aurait pu faire ses affaires en Afrique sans problème s'il ne s'était pas livré à des actes répréhensibles, à des actes qui s'apparentent au crime économique de sang. On n'allait pas parler de Bolloré aujourd'hui puisqu'il y a plein d'hommes d'affaires en Afrique. Mais lui, il a voulu prendre tout. Vous savez, dans le roman, comment l'appelle-t-on, Le démagogue de Chinua Achebe, le Nigérien, en anglais, A Man of the People. Dans ce roman-là, il y a eu une scène. Parce qu'il faut des anecdotes pour avancer. Il y a une scène qui s'est produite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un tenancier
de boutique, un boutiquier qui s'appelle Josiah. Donc un jour, un aveugle est arrivé chez lui pour acheter. Et le boutiquier s'est permis de voler la canne de l'aveugle pour la remplacer par une autre canne, histoire d'aller faire du gris-gris pour s'enrichir davantage. C'est là où le peuple s'est dit, mais le gars là, il s'est permis de tout prendre du point où même l'aveugle s'est rendu compte qu'il est un voleur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cas Bolloré ressemble à ce cas-là. Bolloré est fort entrepris et maintenant nous les propriétaires, nous sommes au courant. C'est pourquoi nous n'allons pas nous laisser faire. C'est un chiffre d'affaires, ça c'est le passé. Mais nous allons lui demander de dépenser cet argent-là dans la justice française pour qu'il soit lui aussi spolié parce qu'il en a fait aux autres. Et nous allons aussi demander qu'une partie de ce bénéfice-là soit renvoyée en Afrique afin que nous puissions penser les plaies de ce qui s'est passé lors des manifestations. Alors, je pense que Bolloré ou pas Bolloré, nous avons le cap, nous avons le vent en poupe, malgré les difficultés, je sais que nous y parviendrons et nous avons beaucoup de stratégies qui vont s'annoncer très bientôt dans cette lutte, parce que nous n'allons jamais affaiblir. Et donc, je vous remercie. Merci professeur, merci à Yves Kenao, merci à Eric Dupuis, et merci aussi à notre envoyé spécial Gabriel Adona. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui le thème dont nous avons débattu, la justice française soupçonne M. Bolloré d'avoir aidé deux chefs d'État africains à accéder ou à se maintenir au pouvoir. Nous parlons donc de Faure Gnassingbé et de Alpha Condé de la Guinée. En échange, ces dirigeants auraient favorisé les intérêts économiques de l'homme d'affaires dans leur pays. C'est une affaire que l'on appelle la France-Afrique. C'est donc parti pour les pays africains maintenant de prendre leurs responsabilités, d'orienter leur justice, encore intenter des procès contre Bolloré, jusqu'à ce qu'on puisse trouver ce que l'on cherche. Merci pour tous ceux qui nous ont écoutés. Merci pour tous ceux qui ont suivi ce débat. Un spécial merci à Eric Dupuis depuis Lomé. Merci encore une fois de plus à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, Serge Nyawa, je vous dis tout simplement au revoir et à la semaine prochaine. Sans toutefois oublier de dire merci à mon cher ami Kenao qui a quand même fait ce déplacement pour être avec nous dans ce studio. Merci. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre.